Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez un nouvel épisode de Quoi de neuf en histoire. Je suis Hassan Moubarak et mon invité aujourd'hui est Stéphane Lacroix. Bonjour Stéphane. Bonjour Hassan. Vous êtes professeur associé de sciences politiques à Sciences Po, chercheur au Centre de recherche internationale, le CERI, et co-directeur de la chaire d'études sur le fait religieux. Je vous reçois aujourd'hui à l'occasion de la sortie de votre dernier livre, Le crépuscule des saints, Histoire et politique du salafisme en Égypte, paru chez CNRS Éditions il y a quelques mois. Vous montrez dans ce livre comment le salafisme, pratiquement inexistant en Égypte au début du XXe siècle, va s'y implanter et se développer au point de devenir la norme religieuse du pays, ainsi que ses relations avec les autres composantes islamistes. Tout d'abord, votre travail a été mené en Égypte en partie, sur le terrain, en 2010, c'est-à-dire juste avant la révolution qui, en janvier 2011, a renversé le régime Moubarak. C'était quoi de travailler en Égypte à cette époque ? Alors, c'était pas simple sous Moubarak. L'Égypte, c'est un régime autoritaire. Alors, il y a des chercheurs qui travaillent en Égypte. Il y a un centre français, même, de recherche en Égypte, qui sert de base à la plupart des chercheurs qui travaillent sur l'Égypte en sciences sociales. Mais c'est vrai que, voilà, il y a aussi une chape de plomb, il y a aussi des sensibilités. Voilà, le chercheur, sur ce type de terrain, est jamais tout à fait à l'aise. Et en particulier, quand il s'intéresse à des questions que les autorités peuvent considérer comme sensibles. Et la question des mouvements religieux l'était. Alors, paradoxalement, moins les frères musulmans. C'est-à-dire que les frères musulmans étaient la principale opposition à Moubarak. Ils étaient très étudiés, en fait. Il y avait une littérature importante à leur sujet. Les salafistes, moi, quand j'ai commencé à m'y intéresser, étaient vraiment passés sous les radars de la recherche. Alors même que ce que j'essaye de montrer dans le livre, c'est qu'ils ont eu une influence absolument déterminante. Mais comme c'est une influence qui s'est exercée au niveau social, religieux, c'était pas... en tout cas jusqu'en 2011, un mouvement qui était dans le champ politique. Il avait relativement peu intéressé les chercheurs. Les frères musulmans, c'était le clash permanent avec les autorités, la répression, les tentatives de prise de pouvoir. Là, c'était pas du tout le cas. C'était un mouvement qui était à la fois beaucoup plus discret, beaucoup plus sous les radars. Et paradoxalement, les autorités comprenaient pas vraiment pourquoi on voulait s'y intéresser. Donc, peut-être parce qu'il y avait aussi quelque chose de gênant d'aller un peu ouvrir les placards pour voir quel cadavre y était caché. Donc du coup, moi, quand j'ai commencé, effectivement, ça n'a pas été très simple sous Moubarak, même si j'ai commencé à pouvoir faire des entretiens, mais des entretiens qui étaient toujours quand même un peu compliqués à obtenir. Mais vraiment, après, moi j'ai commencé en mai 2010 mon travail, et 8 mois plus tard, c'est la Révolution. Et là, la parole se libère un peu plus. Voilà, et là, c'est la parole qui se libère même complètement. C'est-à-dire qu'en fait, tout le monde sort du bois, tout le monde s'organise politiquement, le poids du régime autoritaire tombe. Alors ça va durer 2 ans et demi, il va revenir à partir de l'été 2013 sous une forme militaire, avec le régime qu'on connaît actuellement, avec le président maréchal Sissi. Mais pendant ces 2 ans et demi, effectivement, de bouillonnement, de chaos parfois révolutionnaire, pour le chercheur, c'est une occasion unique de parler à tout le monde. Parce que les vieilles peurs sont tombées. Chacun, d'une certaine manière, a envie de parler. Même à la télévision, brusquement, ces salafistes, justement, qui jusque-là étaient invisibilisés, deviennent quasiment, pour certains, des figures des talk-shows égyptiens du soir, où les Égyptiens commencent à les voir comme des figures presque auxquelles ils s'habituent. Et donc, ce moment-là, effectivement, moi, je suis là pour essayer de faire mes entretiens, et donc, ma présence est beaucoup plus normalisée. Dans un moment comme celui-là, il y a des journalistes, il y a tout le monde. Voilà, faut imaginer cette Égypte à laquelle tout le monde s'intéresse, qui est en train de se réinventer. Alors là encore, quand on regarde avec 15 ans en arrière, tout ça a été un grand gâchis. Mais quand on est dans le moment, effectivement, tout le monde parle, tout le monde prend la parole. La gauche, les mouvements LGBT, mais de l'autre côté, les salafistes. Et c'est ce qui a d'ailleurs pu contribuer à inquiéter les Égyptiens. C'est que brusquement, en fait, tout ce qui était sous la cocotte minute est sorti, explosé, tout sort. Tout sort d'un bord et de l'autre. Revenons un petit peu en arrière. Je pense qu'il n'est pas inutile qu'on rappelle pour nos auditrices et nos auditeurs des notions sur les dogmes et les acteurs religieux dont il est question dans votre livre. Au début du XXe siècle, donc avant que les salafistes ne s'installent, vous employez l'expression « islam traditionnel » pour définir le cadre religieux alors en vigueur. De quoi s'agit-il ? Quels sont ces acteurs et ces pratiques ? Alors, la première chose, c'est de dire qu'on est dans l'islam sunnite. L'Égypte, c'est un pays sunnite, donc je ne vais pas parler du chiisme qui est
qui est une autre histoire. C'est les deux grandes branches. Et en islam sunnite, depuis la fin du Moyen-Âge, s'est instaurée une sorte de norme qui allie plusieurs choses. Une théologie qui utilise la raison, mais voilà, dans certaines limites. Mais il y a quand même de la spéculation théologique. Donc on a une théologie qui reste imprégnée de certaines influences de la philosophie grecque en particulier, qui a été traduite en arabe. Donc sur le plan théologique, c'est ça l'islam traditionnel. Sur le plan juridique, c'est l'islam des 4 écoles. Vous savez qu'en islam sunnite, il y a 4 écoles qui sont les écoles de droit, qui donc fournissent les règles que prétend donner l'islam. Et donc, ces 4 écoles, elles coexistent. Alors, certaines sont plus présentes dans différents pays. En Afrique du Nord, c'est plutôt le malékisme. En Égypte, ça va être plutôt le chaféisme. En Turquie, ce sera plutôt le hanéfisme. Mais là aussi, on est dans une sorte de tradition juridique qui remonte au 1er siècle de l'islam. Et donc, la production du droit musulman, elle se fait dans un cadre assez normé. Bon. Et puis, il y a le soufisme. C'est la 3e composante de l'islam traditionnel. Et le soufisme, c'est la mystique. C'est quelque chose, là encore, qui date de la fin, qui s'est généralisé à la fin du Moyen-Âge. Cette mystique, elle a pour figure centrale les saints. Et donc, l'islam sunnite a produit quantité de saints, d'où le titre du livre, Le crépuscule des saints. Parce que c'est l'intercession des saints, c'est-à-dire qu'on peut communiquer avec eux et pas directement avec Allah. Voilà, c'est ça, exactement. Les saints, ils habitent d'une certaine manière cette terre. Alors, ils habitent sous forme de leurs tombeaux. C'est par les tombeaux qu'on communique. Et donc, en particulier, l'Égypte est un territoire, mais comme en fait la quasi-totalité du monde musulman à l'époque, territoire de saints. Vous avez tous les 10 kilomètres, ou même parfois moins, un saint qui est enterré dans ce qu'on appelle une zawiya, ou il y a d'autres noms selon les pays. Et donc, autour de la tombe de ce saint, on se réunit une fois par an pour l'anniversaire du saint, ça s'appelle un maolet, et c'est une grande célébration populaire qui tient à la fois de la kermesse, mais aussi de l'événement religieux, dans la mesure où on vient lui demander des faveurs, c'est cette fameuse intercession, et donc vous avez des saints qui ont des spécialités, le saint qui, quand vous avez des problèmes de fertilité, vous allez sur la tombe de tel saint, et tel autre a tel autre pouvoir, si vous voulez devenir riche, il y a des saints qui vous donnent la prospérité. Donc on est dans une espèce de piété populaire, qui ressemble beaucoup en fait à la piété catholique de la même époque, les vierges, les pèlerinages, etc. Et qui, on l'oublie souvent, mais à la fin du Moyen-Âge, en fait, commence à vraiment concurrencer le pèlerinage à la Mecque. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de gens en Égypte qui se rendent tous les ans au grand pèlerinage à Tanta du saint Cheikh Saïd el-Badawi, que de gens qui partent à la Mecque. La Mecque, c'est loin, c'est dangereux, et donc ça, c'est à côté, et donc tout le monde se rend dans ces endroits-là. Donc, l'islam traditionnel, c'est ça. C'est cette théologie un peu rationalisante, qui, en tout cas dans certaines limites, c'est les 4 écoles qui fournissent une sorte de cadre au droit musulman, et puis c'est cette mystique qui jusqu'à, en fait, au 19e siècle, imprègne, en fait, toute l'essence de ce qu'est l'islam sunnite. C'est ce qu'on appelle donc le soufisme aussi, avec les confréries derrière, donc avec des organisations, des rites de célébration. Peut-être certains de vos auditeurs, s'ils sont allés en Turquie, penseront au Dervish Tourneur. Le Dervish Tourneur, c'est une confrérie en fait soufie qu'on appelle les Mevlevi, qui est basée en Turquie. Et donc voilà, c'est cette piété populaire-là qui est la piété dominante. Et sur le plan institutionnel, comment est-ce que cet islam traditionnel est organisé? Et notamment, quelle est la place de l'université Al-Azhar? Alors voilà, et donc l'Égypte, c'est l'un des centres de rayonnement de l'islam sunnite, et donc quand l'islam traditionnel domine de l'islam traditionnel, et donc vous avez cette grande université mosquée qu'on appelle Al-Azhar, qui est au centre du Caire, qui a été fondée au Xe siècle, qui est l'une des plus anciennes du monde arabe, et qui est un lieu d'apprentissage, de transmission, où voilà, on vient apprendre, là encore, la théologie telle que je l'ai décrite, on choisit une école, on apprend le soufisme, et Al-Azhar a un poids considérable en Égypte. Les oulémas d'Al-Azhar ont un habit particulier qui les distingue en société. Ils ont un turban en particulier qu'ils portent et qui est très visible. Donc ils ont un prestige dans la société. Et puis des gens de partout viennent se former à Al-Azhar, compris jusqu'à aujourd'hui. À Al-Azhar, vous allez y trouver des gens qui viennent de Malaisie, d'Indonésie, du Nigeria, de partout. L'histoire du salafisme en Égypte remonte à l'année 1926. C'est la création de l'association Ansar el-Sunna, c'est les partisans de la tradition.
Et alors, c'est drôle, j'allais dire, parce que 1926, c'est 4 ans après la fin de l'Empire ottoman, et c'est 2 ans avant la fondation des Frères musulmans, en Égypte également, qui est l'autre grande organisation religieuse en Égypte. Est-ce qu'on fait un lien entre ces 3 dates-là, ces 3 événements ? Oui, absolument, absolument. C'est-à-dire que la chute de l'Empire ottoman, c'est effectivement 22, mais c'est la date la plus importante, c'est 1924. C'est l'abolition du califat. C'est-à-dire que vous aviez cette grande structure qui existait depuis la fin de la période prophétique, qui existait pendant 13 siècles avec des interludes, qui s'appelle le califat, qui est le politique légitime en islam, qui avait donc été hérité par les Ottomans, qui avait été donc le dernier grand califat. Et quand le califat disparaît en 1924, effectivement, il y a plus de... Le corps musulman n'a plus de tête légitime. Et donc, après l'abolition du califat, on va voir proliférer en fait toute une série de mouvements qui en fait vont chercher à occuper ce vide qui s'est créé dans l'autorité religieuse avec la disparition du califat. Et qui tous proposent des solutions différentes. Donc les salafistes proposent les leurs en 1926, l'association que vous avez mentionnée. Les frères musulmans, 2 ans plus tard, proposent leurs propres solutions. Et tous ces mouvements, ils sont en fait héritiers d'un grand mouvement de réflexion à la fin du XIXe siècle, qu'on appelle le réformisme musulman, qui naît justement dans le déclin de l'Empire ottoman. Fin du XIXe siècle, c'est le moment où tout le monde considère que l'Empire ottoman est condamné. Il a déjà perdu une partie de ses territoires. En 1830, la France s'est emparée de l'Algérie. En 1880, de la Tunisie. 1882, c'est l'Égypte qui échappe aux Ottomans, et cette fois-ci, ce sont les Anglais. C'est l'homme malade de l'Europe, comme on dit, et tout le monde considère que l'Empire ottoman est en sursis. Et donc les Arabes, qui étaient des citoyens ottomans, commencent à s'interroger à la fin du XIXe siècle sur cette problématique du déclin, qui est vraiment la problématique qui habite tous ces intellectuels et tous ces religieux arabes de la fin du XIXe siècle. Comment mettre fin au déclin ? Et donc c'est dans ce contexte-là que vont être apportées une série de réponses. Il y a une première partie des réponses qui vont être des réponses d'ordre séculier. C'est la naissance du nationalisme arabe, en particulier à la fin du XIXe siècle. C'est-à-dire que vous avez une partie de ces intellectuels arabes qui disent la solution au déclin, c'est de faire revivre l'arabité. C'est de revenir à la civilisation arabe, aux racines de la civilisation arabe. Vous avez d'ailleurs des chrétiens autant que des musulmans qui font partie de ce mouvement de renaissance sur une base, on va dire, ethnique. Et puis, vous en avez d'autres, de l'autre côté, qui disent c'est l'islam qui est la solution. Dont le salafisme, donc ? Alors, je vais y arriver, mais c'est dans ce mouvement, effectivement, vous avez une partie des mouvements qui disent c'est l'islam qui est la solution. C'est-à-dire c'est par l'islam qu'on mettra fin au déclin. Maintenant, l'islam, il existe toujours, donc ce qu'ils vont dire, c'est l'islam des origines. Et donc, il va y avoir cette idée qui va s'imposer dans cette frange du mouvement, ce qu'on appelle donc le réformisme musulman, que c'est par le retour à l'origine que vont se régler les problèmes du présent. Qu'il faut aller chercher dans un islam fantasmé, dans un âge d'or de l'islam qui aurait disparu, les solutions aux problèmes du présent. Donc c'est une démarche fondamentaliste, c'est une démarche de retour aux sources. On joue d'une certaine manière, voilà, comme je disais, à l'origine contre le présent. Et c'est dans ce grand bouillonnement du réformisme musulman, de tous ces gens qui veulent voir dans le retour aux origines de l'islam une solution ou les solutions aux problèmes du présent, c'est de ça que va naître effectivement au XXe siècle à la fois le salafisme et les frères musulmans, qui sont en fait 2 héritiers possibles de cette problématique initiale du retour aux sources. Le salafisme, est-ce qu'il définit le credo, c'est-à-dire ce qu'il faut croire, ou est-ce qu'il définit aussi les bonnes manières de pratiquer l'orthopraxie ? En fait, la question effectivement qui va se poser au départ, alors pour peut-être compléter sur ce que je disais, les salafistes dans ce grand mouvement du réformisme musulman sont ceux qui mettent l'accent sur la purification du dogme. Ce sont des obsédés de la théologie, si vous voulez. Donc les salafis considèrent que le dogme musulman s'est éloigné d'une origine extrêmement stricte, extrêmement rigoriste, qui était à leurs yeux l'islam des premiers musulmans, ce qu'ils appellent les salafs. Salaf, ça veut dire les ancêtres, donc salafisme, ça veut dire l'islam des ancêtres. Et donc cette idée qu'il faut redéfinir l'islam sur la base de ce qu'ils imaginent qu'il a été dans l'âge d'or de la première époque. Et donc, ils s'opposent au soufisme, ils s'opposent à la piété populaire. Tout ce que j'ai décrit tout à l'heure, pour eux, c'est une aberration, ce qu'ils appellent une innovation blâmable, ce ne sont que des innovations. Sur la théologie, ils trouvent que la théologie est trop rationalisante. Ils veulent une théologie qui soit absolument littéraliste et qui prenne le texte tel qu'il est. En droit, ils insistent sur la question de, là encore,
le littéralisme, il faut prendre les règles telles qu'elles sont exprimées sans s'appuyer sur la raison, très grande méfiance par rapport à la raison. Et donc le salafisme, c'est un mouvement qui, d'une certaine manière, prétend redéfinir l'islam de l'intérieur sur une base extrêmement stricte, intransigeante, contre les autres manières d'être musulman. C'est-à-dire que le salafisme, en fait, son premier adversaire, c'est les autres conceptions de l'islam. Et donc, en particulier, son premier ennemi, c'est l'islam traditionnel, qui, pour lui, est une innovation. Tout cet islam qui a dominé depuis la fin du Moyen-Âge, pour les salafis, il faut revenir avant ça. Et donc, il faut remettre en cause. Donc, il y a quelque chose chez eux qui veut vraiment redéfinir tout l'édifice de la tradition. Juste pour peut-être bien comprendre la différence, ce qui va les distinguer des frères musulmans qui apparaissent 2 ans après, c'est que les frères musulmans, pour eux, ça va être la question politique qui va être importante, la question de l'État, la question de la conquête de l'État. Alors que les salafistes, eux, c'est vraiment la théologie qui les obsède. Stéphane Lacroix, dans votre livre, vous scandez le salafisme en Égypte en période. On va voir lesquelles brièvement. La première, c'est celle qui démarre donc en 1926 jusqu'aux années 50-60. Et vous dites que l'impulsion est donnée par un groupe réduit d'individus, que vous qualifiez d'entrepreneurs de normes. Qui sont-ils et quelles sont les actions marquantes de ces premières années ? Dans les premières années, donc, on a donc ces mouvements qui naissent côte à côte. Frères musulmans 1928, le salafisme avec ce mouvement Ansar al-Sunnah, donc les partisans de la tradition prophétique en 1926. Ce qu'il faut dire, c'est qu'ils s'inspirent pour définir l'orthodoxie telle qu'ils la conçoivent, évidemment de ce qui se fait en Arabie Saoudite à côté. C'est-à-dire qu'ils prennent aussi leur inspiration de l'islam tel qu'il s'est instauré en Arabie Saoudite au XVIIIe siècle, avec un mouvement qu'on appelle le wahhabisme, qui prétendait déjà revenir aux sources sur une base ultra-puritaine. Et donc, il y a effectivement une inspiration dans ce salafisme égyptien qui est aussi évidemment saoudienne. Et ils vont d'ailleurs bénéficier d'emblée de soutien politique de l'Arabie saoudite. On imagine souvent que le soutien de l'Arabie saoudite au mouvement islamique et islamiste à travers la région, ça commence en fait dans les années 60-70 avec les pétrodollars et donc le moment où l'Arabie devient ultra riche. En fait, dès les années 1920, l'Arabie saoudite, elle est dans une logique de projection à l'extérieur de ses frontières. Elle vient de conquérir les lieux saints. L'Arabie saoudite, elle s'empare de la Mecque et Médine en 1924 et elle a besoin de se normaliser aux yeux du monde musulman. Et donc, elle cherche des alliés, elle cherche à construire des mouvements alliés. Et donc, en 1926, évidemment, l'Arabie saoudite, elle n'est pas complètement sans lien avec la création de ce groupe. Elle va d'ailleurs lui fournir des ressources au départ. Mais c'est pas que ça qui va expliquer le succès de ce groupe dans un premier temps. Alors c'est un groupe au départ, effectivement, on parle de quelques centaines, puis quelques milliers d'individus. C'est un groupe et puis les figures, elles sont peut-être, on peut les compter dans les dizaines. Donc, c'est au départ un assez petit groupe. Mais il y a une chose qu'ils vont comprendre avant les autres, peut-être, et qui va expliquer le succès initial. C'est que les années 1920, 30, 40, ce sont des années où se constitue le marché du livre islamique. On est dans un moment qui est un moment crucial, parce que c'est le moment où naît l'édition dans le monde arabe. Et en particulier un marché de l'édition avec un lectorat éduqué. L'éducation, c'est suffisamment diffusé pour que désormais vous ayez des lecteurs. Et donc, il y a une problématique qui est celle du passage de la tradition islamique telle qu'elle s'est transmise au fil des siècles par l'enseignement à partir de manuscrits, etc. Et le passage de ça au livre imprimé. Donc, ce qui se passe à partir des années 20, 30, 40, c'est que vous avez ce marché qui se constitue avec un enjeu central qui est de savoir quel livre on va mettre sur le marché et quelle centralité les auteurs et les livres qu'on va mettre sur le marché vont occuper. Et les oulémas d'Al-Azhar, ils sont trop traditionnels, ils sont trop dans leur on va dire, querelle scolastique pour comprendre le changement qui est en train de se produire et pour investir massivement le marché de l'édition. Les frères musulmans, ils sont trop occupés à faire de la politique, à essayer de mobiliser politiquement pour prendre le pouvoir. Les seuls qui s'intéressent vraiment au marché de l'édition, c'est les salafistes. Et donc, ce qu'ils vont faire avec ce que je décris dans le livre comme une sorte d'éthos entrepreneurial, parce que de fait, ils vont investir avec une idée aussi que ça marche économiquement. Le marché de l'édition, il y a quelque chose qui rappelle un peu la thèse de Max Weber sur l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme. Et les salafistes sont à leur manière, ont pu être parfois qualifiés de calvinistes de l'islam. Il y a effectivement, alors comparaison n'est pas raison, mais effectivement, il y a quelque chose de calviniste dans leur austérité, dans leur intransigeance, dans leur volonté de revenir au texte, bref. Et donc, ils ont aussi cet ethos entrepreneurial. Et donc,
effectivement, cette période, elle va être extrêmement importante à partir des années 20, parce qu'ils vont investir massivement le marché de l'édition, ils vont y placer leurs auteurs fétiches. Les auteurs fétiches, alors je ne vais pas assommer vos auditeurs de noms, mais il y en a un qui est pour les salafistes le grand auteur, c'est un auteur médiéval de la fin du XIIIe siècle, qui s'appelle Ibn Taymiyyah, qui est un auteur syrien, théologien, extrêmement rigoriste, là encore, qui va être l'une des sources du salafisme moderne. Et son élève Ibn Kathir, qui est donc de l'époque suivante, XIVe siècle, et qui lui est connu pour une exégèse coranique, qui est une exégèse là encore extrêmement littérale du texte coranique. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant les années 1920, ces deux auteurs sont absolument ignorés par la tradition islamique. Puisque Ibn Taymiyyah et Ibn Kathir, depuis le XIVe siècle, depuis l'époque où ils ont vécu, ils sont tombés plus ou moins dans l'oubli. Avec l'islam traditionnel qui dominait, ils étaient vus comme des extrémistes marginaux qui étaient au mieux mentionnés pour les brocarder. Et là, brusquement, les salafistes investissent massivement le marché et publient essentiellement ces auteurs-là et quelques autres. Il y a aussi des auteurs qui viennent d'Arabie Saoudite, puisqu'on a vu ce lien qu'ils ont avec la tradition saoudienne. Et donc, en fait, cet hyperactivisme des salafistes dans le marché de l'édition, cette capacité aussi à présenter les livres d'une manière qui permet de les rendre plus attractifs, à découper les livres en petits livrets pour qu'ils puissent s'acheter à bas prix, pour que n'importe quel lecteur puisse, en sortant de la librairie, en prendre un sur le comptoir, un peu comme on fait aujourd'hui dans la librairie, petits livres de littérature là, qui valent 3 €. C'est un peu la même idée. Donc ils vont inventer toutes ces techniques-là, et ça fait qu'en quelques décennies, des auteurs qui étaient marginaux dans la tradition islamique et qui représentaient un rigorisme qui était très largement opposé à la tradition, deviennent des auteurs centraux du corpus. Et c'est le cas encore aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Ibn Taymiyyah et Ibn Kathir sont, dans le monde sunnite, les auteurs les plus cités. Donc il faut prendre la mesure de la révolution qui se produit. C'est-à-dire qu'en fait, un corpus où des auteurs marginaux sont déplacés et aujourd'hui occupent le centre du corpus. Et ça, on ne peut pas le comprendre sans l'action de ces salafistes. Ça ne se passe pas qu'en Égypte. Moi, je le décris pour l'Égypte. Évidemment que l'Arabie Saoudite est derrière et qu'il y a d'autres phénomènes similaires. Voilà, il y a d'autres phénomènes similaires qui se passent dans d'autres pays au même moment. Mais c'est ça qui va effectivement produire une profonde transformation du corpus islamique. Ce premier temps, il est donc essentiellement intellectuel. Est-ce qu'on peut présenter brièvement les périodes d'après ? Comment, en fait, on passe d'un mouvement intellectuel essentiellement à un mouvement social, et notamment avec le réveil salafiste tel que vous l'appelez après Nasser, et puis vous allez nous en parler, la prédication salafiste, qui est une organisation qui naît à Alexandrie et qui là sort en fait du champ purement intellectuel et va aussi investir la société. Oui, alors ensuite, effectivement, ce qui se passe, c'est qu'à la fin des années 60, moi je considère qu'à la fin des années 60, les salafistes ont déjà gagné la bataille du corpus. C'est-à-dire qu'en fait, leurs auteurs sont déjà centraux, sont déjà devenus des auteurs de référence dans le corpus islamique imprimé. Et la fin des années 60, c'est une période importante parce que c'est la période qui voit une sorte de réveil de la religiosité massive dans le monde musulman, mais pas seulement d'ailleurs. Il se passe la même chose en fait aux États-Unis avec le réveil évangélique. Il y a à la fois un mouvement mondial et puis il y a un mouvement qui est plus lié à la zone et lié à l'Égypte. En Égypte, c'est souvent associé à la défaite de 1967. 1967, l'Égypte était entrée en guerre avec Israël et les Égyptiens, comme on le sait, ont perdu en 6 jours. C'est la fameuse guerre des 6 jours qui délégitime le pouvoir de Nasser et qui délégitime l'idéologie qui avait été l'idéologie de Nasser, qui est le nationalisme arabe. Et toute une partie des Égyptiens, déboussolés par la défaite, vont aller chercher dans la religion et dans les idéologies religieuses une réponse à leur désarroi. Et donc, à partir de 67, on a une montée de la religiosité, une quête d'islam en Égypte. Et ça veut dire que le champ islamique et islamiste qui se constitue dans les années 70, en particulier pour ce qui est du champ islamiste dans les universités, parce que les universités égyptiennes des années 70 sont un ferment de mobilisation politique, eh bien c'est essentiellement sur la base d'un corpus salafiste. C'est-à-dire, en fait, ce sont des gens qui ont commencé par lire des textes salafistes, qui ensuite se politisent dans les années 70 en réaction aux événements. Évidemment, l'un des déclencheurs de la politisation, ce sera à la fois certaines réformes néolibérales de Sadat qui font monter le prix du pain, donc il y a toute une dimension sociale, mais surtout, il y a la question de la paix avec Israël, de la visite de Sadat à la Knesset, puis les accords de Camp David, et donc tout ça, ça produit une politisation contestataire
sur les campus égyptiens, mais à partir de gens qui, effectivement, sont religieusement revenus à l'islam par le salafisme. Et donc, les années 70 voient naître toute une série de mouvements islamistes qui prennent leurs racines dans une compréhension salafiste de l'islam. Parmi eux, vous allez avoir des mouvements violents. C'est le mouvement Jihad et le mouvement Gamma Islamia qui vont s'unifier pour assassiner Sadat en 81. Mais même chez les frères musulmans, en fait, qui sortent des prisons où Nasser les avait cantonnés et ils sont libérés sous Sadat, mais eux-mêmes, en fait, ils sont plus ouverts au salafisme. Ils ont une théologie qui, de plus en plus, se fonde sur une compréhension salafiste de l'islam. Et puis, vous avez, effectivement, à la fin des années 70, un mouvement dont je parle beaucoup dans le livre, qui s'appelle la prédication salafiste, qui naît des universités, d'ailleurs, puisque la plupart de ses fondateurs sont des étudiants en médecine. Sont des étudiants en médecine de l'Université d'Alexandrie, et qui, eux, veulent là encore, promouvoir le salafisme comme norme en se coupant du politique, à la différence donc des frères musulmans et des groupes violents. Eux, ils décident de ne pas faire de politique. Par contre, ils considèrent qu'il faut faire du salafisme un mouvement de masse. Et donc, ce soit plus simplement une histoire d'islam savant, de publication de livres, de discussions autour du corpus et d'auteurs, comme c'était le cas avant. Mais il faut, disent-ils, construire par le bas une sorte de mouvement de masse salafistes qui utilisent des techniques de mobilisation et de recrutement qui sont très largement inspirées des mouvements islamistes, mais avec un but, c'est pas de faire de la politique, c'est de reconstruire par le bas une sorte de société, entre guillemets, vertueuse, telle qu'ils la voient, ultra-conservatrice, puritaine, qui applique dans sa vie quotidienne les principes du salafisme. Et donc ce mouvement, il naît à Alexandrie à la fin des années 70, et il va perdurer pendant toute la période Moubarak, et il va connaître un succès, il va s'étendre évidemment à l'Égypte, il commence à Alexandrie, mais il va s'étendre à l'Égypte. Le paradoxe d'ailleurs est là quand même que c'est à Alexandrie que ça naît, qui était quand même la ville la plus ouverte d'Égypte, donc là aussi c'est toujours très intéressant de voir que souvent les contraires s'attirent, et c'est dans la ville la plus cosmopolite du pays que naît le mouvement le plus conservateur du pays, et avec effectivement cette prédication salafiste, le salafisme devient l'affaire de centaines de milliers, puis de millions d'Égyptiens. Ça devient quelque chose qui se dote d'un véritable ancrage social. Leur slogan, c'est purification et éducation. Il s'agit de purifier l'islam en le ramenant à cette norme ultra-conservatrice qu'ils considèrent comme la seule valable. Et éducation, c'est-à-dire par les mosquées, former des nouvelles générations qui appartiendraient à cette compréhension de l'islam. De retour avec Stéphane Lacroix, auteur du Crépuscule des Saints, un livre paru chez CNRS Éditions. Stéphane, on parlait du salafisme et des frères musulmans. On a vu qu'ils étaient fondés pratiquement simultanément. Est-ce qu'on peut résumer leurs relations, le positionnement des uns par rapport aux autres en disant que les salafistes, eux, s'occupent de religion et les frères de politique ? Oui, alors c'est en grande partie vrai. C'est-à-dire que, c'est une bonne manière de le résumer. C'est-à-dire que les frères, depuis le début, leur question, c'est la conquête de l'État et la redéfinition de la nature de l'État. Les frères, c'est un peu les promoteurs du concept d'État islamique, alors évidemment qui va être repris par d'autres groupes, dont le groupe tristement célèbre que l'on connaît de ces 10 dernières années. Mais effectivement, au départ, le concept d'État islamique pour les frères musulmans, ça veut dire la redéfinition de la nature de l'État par le droit. Donc l'application dans l'État moderne de la charia, c'est-à-dire du droit islamique. Et ça, c'est l'obsession depuis le début, et c'est ce qu'on retrouve dans tous les slogans des frères musulmans. Mais les frères musulmans se préoccupent beaucoup moins de religieux stricto sensu. C'est-à-dire que les frères musulmans, puisqu'ils sont dans une logique politique, ils essayent de rassembler large. Ils n'entrent pas dans les querelles théologiques, et donc ils disent, en particulier dans la première période, aux soufis, rejoignez-nous, si les chiites veulent venir, ils sont les bienvenus, en tout cas ils n'ont pas de problème avec les chiites. Donc la question du débat intra-islamique ne les intéresse pas beaucoup, puisque pour eux, il s'agit de faire front commun, politiquement, contre cet État qu'ils détestent, parce qu'ils y voient un État importé de l'Occident qui dénature la société islamique, et donc la construction à la place de cet État d'un État islamique. Pour les salafistes, effectivement, c'est une problématique qui est rigoureusement inverse, puisque pour eux, la lutte, elle se fait au sein de l'islam, c'est pour la redéfinition de la norme religieuse, donc c'est un islam contre les autres. Leur adversaire, c'est vraiment Al-Azhar en Égypte, qui est le phare de l'islam traditionnel, et en revanche, le politique ne les intéresse pas beaucoup, ils n'y croient pas. C'est-à-dire que les salafistes ont cette idée que l'État, en fait, c'est une non-question. Quand la société aura été ramenée à la vertu, quand elle aura été purifiée
par le salafisme, naturellement, il émergera, mais il ne l'explicite pas, une forme de gouvernance islamique vertueuse. Et donc la question de l'implication politique, l'essentiel de la période, on va voir qu'après 2011 ça change un peu, mais en tout cas jusqu'en 2011, elle ne se pose pas. Le lieu naturel ou l'habitat naturel, on va dire, du salafiste, c'est la mosquée. L'habitat naturel du frère musulman, c'est le Parlement. Les frères musulmans passent leur temps à essayer de gagner les élections, d'avoir des sièges, et donc de transformer les lois par le Parlement. Les frères musulmans se sont opposés au régime, donc politiquement, et donc ont été persécutés, emprisonnés, etc. Est-ce que le pouvoir a instrumentalisé les salafistes pour faire contrepoids aux frères? Est-ce que finalement ce sont les mêmes personnes? Je vous dis ça parce que vous montrez que l'idéologie salafiste va imprégner une certaine aile des frères musulmans, certains vont se salafiser, alors que finalement l'inverse est assez peu vrai. Il y a très peu de salafistes qui vont se frériser, sauf vraiment dans la dernière décennie, il me semble. Donc est-ce que le pouvoir a joué sur ce tableau en disant on monte les uns pour faire contrepoids aux autres? Alors, sur la deuxième partie de la question, il faut reconnaître qu'il y a quand même une zone grise qui apparaît à partir des années 70. C'est-à-dire que entre la doctrine politique des frères, telle que je l'ai décrite, dans sa version traditionnelle, puis à partir des années 50-60, dans une version violente, parce qu'il y avait aussi effectivement une radicalisation en prison de la doctrine des frères dans les années 50-60, qui va donc fournir un peu le logiciel politique de ce qu'on appellera plus tard le djihadisme. Et puis d'un autre côté, le salafisme. Vous avez à partir des années 70 quand même des zones grises qui apparaissent. C'est-à-dire que vous avez des mouvements politiques qui s'inspirent plutôt de la logique politique des frères, mais qui s'ancrent dans une théologie salafiste. Et vous avez des salafistes quand même qui adoptent des éléments de politique contestataire qui viennent plutôt du côté des frères musulmans. Maintenant, pour moi, ça reste une sorte qu'on pourrait dire de continuum, quoi, où vous avez les frères d'un côté, les salafistes de l'autre, mais il y a un peu plus de zones grises. Maintenant, c'est vrai que les deux grands groupes qui se font face sous Moubarak, ils ont une identité bien définie. Il y a d'un côté les frères musulmans qui, à partir de 84, participent à toutes les élections sous Moubarak, et de l'autre côté, vous avez les salafistes qui sont dans les mosquées et qui, comme ils le disent, purifient et éduquent. C'est encore pour reprendre leur slogan. Puis vous avez le troisième courant qui sont les djihadistes qui, eux, essayent de renverser l'État par la violence. Et là aussi, je l'ai mentionné tout à l'heure un peu brièvement. Effectivement, face à ce champ multiple, le pouvoir de Moubarak, il a bien vu effectivement que, en tout cas, il considère que les salafistes sont un moindre danger pour lui. Dans la hiérarchie, si vous voulez, des adversaires et des menaces du point de vue du pouvoir Moubarak, les djihadistes, c'est les premiers, puisqu'ils veulent renverser le pouvoir par la violence. Ils ont quand même assassiné son prédécesseur Sadat en 81. Puis viennent les frères musulmans, qui, eux, mobilisent la société pour essayer de prendre le pouvoir politiquement. Et donc, évidemment, ils veulent lui prendre sa place, donc ils représentent aussi une menace. Et donc, le pouvoir de Moubarak voit les salafistes comme un moindre mal. Parce que, en fait, ils s'intéressent aux religieux. Alors, ils redéfinissent le religieux dans un sens ultra-conservateur, certes, mais du point de vue de Moubarak, ça ne met pas directement son pouvoir en danger. Et ça a été un atout, en fait, des salafistes tout au long du XXe siècle. On parle de la période Moubarak, mais sous la monarchie égyptienne, qui est renversée en 52, mais qui est la première période dont on a parlé tout à l'heure, c'est pareil, c'est-à-dire que les salafistes sont plutôt vus par le palais comme un moindre mal par rapport à des frères musulmans qui sont plus menaçants. Et Nasser lui-même, qui met les frères musulmans en prison, il laisse les salafistes continuer à opérer. Donc traditionnellement, les salafistes, parce que justement, ils ont face à eux des pouvoirs qui se préoccupent essentiellement de garder leur siège et de garder donc leur autorité face à la rue, se préoccupent relativement peu des enjeux religieux, ça va ouvrir effectivement tout un espace pour que les salafistes travaillent la société. Sauf que Moubarak finit par comprendre le danger d'un salafisme qui devient trop puissant, mais très peu de mois avant sa chute. Quel est le déclic pour lui? C'est-à-dire qu'en fait, en 2005, il y a un moment qui est intéressant parce que Moubarak va pousser la stratégie du soutien aux salafistes jusqu'à son point culminant. Pourquoi 2005 ? Parce que, donc, faut revoir un peu la période. Il y a le 11 septembre en 2001. Et après le 11 septembre, les néoconservateurs américains entrent dans une espèce de logique qui est celle de démocratiser le Moyen-Orient. C'est le nouveau slogan des néoconservateurs américains. C'est sous cette justification-là que se fait l'invasion de l'Irak en 2003, pour démocratiser l'Irak. Et donc ils exercent une forme de pression sur les pouvoirs autoritaires de la région en leur demandant de donner des gages de démocratie.
Évidemment, être plus démocratique, pour la plupart de ces pouvoirs, ça veut dire faire plus de place aux frères musulmans. Parce que dans la plupart des pays de la région, les frères musulmans, c'est la principale opposition. Et d'ailleurs, les Américains commencent à prendre langue avec les frères musulmans. Dans les années 2000, vous avez un dialogue qui s'instaure entre les États-Unis et les frères musulmans, où les Américains se disent, voilà, si la région doit se démocratiser, il va falloir trouver un compromis avec les frères musulmans. Donc ça, c'est toute la logique de l'époque. En 2005, Moubarak, pour donner des gages aux Américains, autorise des élections parlementaires plus libres que par le passé. Et dans ces élections parlementaires, les frères musulmans obtiennent un peu plus de 20% des sièges. Alors même que, je veux dire, les élections ont quand même été bien truquées. Les urnes bourrées, voilà. Et les urnes ont été bien bourrées, et même avec des urnes bien bourrées, les frères musulmans ont quand même réussi à obtenir 20%. Pour le pouvoir, c'est un vrai signal de menace. C'est-à-dire que le pouvoir se dit, si on ouvre un tout petit espace pour faire plaisir aux Américains, et qu'avec ce tout petit espace, ils obtiennent 20%, ça veut dire effectivement qu'on est en danger. Du coup, que fait le pouvoir? Quelle est la réponse du pouvoir? L'année d'après, il autorise les salafistes à ouvrir des chaînes satellitaires qui émettent sur le satellite national, donc qui sont accessibles pour n'importe quel Égyptien depuis son foyer. Et ces chaînes satellitaires salafistes, elles vont se multiplier. Il y en aura jusqu'à une quinzaine. Et vous avez des cheikhs qui, toute la journée, prêchent en parlant de la manière dont il faut s'habiller, la place des femmes. Évidemment, la place des femmes, dans une conception salafiste, c'est quand même essentiellement hors de l'espace public. Mais aussi l'Apocalypse, parce que c'est un des thèmes que les salafistes adorent. Enfin, donc, ces thèmes salafistes-là qui commencent à occuper tout l'espace sous Moubarak. Et on a vraiment un phénomène par la télévision de transformation du salafisme vraiment en religiosité de masse. C'est-à-dire qu'à la fin des années 2000 en Égypte, les cheikhs salafistes, en particulier les stars de ces chaînes de télévision, sont des personnalités ultra connues en Égypte. Tout le monde les connaît. Et ce sont devenus il y a même des tabloïds qui parlent d'eux, un peu comme on parle ici des chanteurs ou des rappeurs. Donc, on est dans un moment, et Moubarak en 2010 a une sorte de révélation, il se dit quand même c'est aller trop loin. Et donc on a un discours de Moubarak en particulier autour du printemps 2010 où il dit bon là il faut arrêter, les salafistes ont pris trop de place, c'est de l'obscurantisme, il faut faire quelque chose. C'est le moment où il nomme un nouveau cheikh à la tête d'Al-Azhar, qui est le cheikh actuel, qui est un anti-salafiste patenté, et donc il est nommé pour ça, pour essayer de faire qu'Al-Azhar redevienne un peu un bastion pour lutter contre le salafisme, et puis il va faire fermer les chaînes satellitaires après l'été 2010. Donc ce qui est très intéressant, c'est que c'est le moment où le pouvoir comprend qu'il est allé trop loin dans le salafisme, mais quelques mois plus tard, advient la révolution qui, d'une certaine manière, va sauver les salafistes et leur permettre de reprendre la place qu'ils avaient avant ce retournement du pouvoir. Oui, parce que quel rôle il joue dans la révolution donc, qui commence avec les manifestations en janvier 2011 ? Quel rôle il joue dans l'initiation ? Est-ce qu'ils sont passifs ? Et quel rôle il joue dans l'amplification de ce mouvement jusqu'aux élections législatives ? Alors, 2011, c'est un moment, je pense, c'est très important pour comprendre pourquoi la révolution de 2011 a connu un sort aussi tragique. C'est que 2011, c'est à la fois le mouvement de contestation contre Moubarak qui bout depuis des années, qui en 2011 éclate avec cette révolution, portée par des gens qui, pour la plupart, sont des jeunes, pas particulièrement religieux. Certains sont plus pieux que d'autres, mais c'est pas la question pour eux. La question pour eux, c'est d'instaurer l'état de droit et un principe démocratique en Égypte. Et d'un autre côté, 2011, c'est quand même aussi la culmination de l'hégémonie salafiste sur le discours religieux. Et donc, en fait, il y a une sorte de concomitance de ces deux choses, et donc les deux choses entrent en collision en 2011. Et le paradoxe dans tout ça, c'est que les salafistes, en plus, ils ne croient pas en la révolution. C'est-à-dire que les grandes organisations salafistes, en particulier la prédication salafiste, est contre la révolution. C'est-à-dire qu'eux, ils croient, comme on l'expliquait tout à l'heure, au changement par le bas, par la construction. Il faut purifier, éduquer pour produire une société vertueuse. Ils ne croient pas en le changement par le haut. Ils le disent eux-mêmes. De toute façon, Moubarak ou un autre, ça ne changera rien. Et donc, ces mêmes acteurs qui ne participent pas à la révolution, n'y croient pas, et même dans certains cas, ouvertement s'y opposent, vont en être une partie des bénéficiaires. Parce que dans la suite de la révolution, une fois que Moubarak est tombé, évidemment, tout le champ politico-religieux égyptien se réorganise. Désormais, il y a un enjeu qui est d'être capable de peser sur les nouveaux équilibres politiques du pays. Alors évidemment, les frères musulmans, eux, ils étaient sur les starting blocks, entre guillemets, parce qu'ils étaient déjà politiques depuis longtemps. Ils font un parti politique, et de fait, ils arrivent premiers aux premières élections, mais ça, tout le monde s'y attendait. Mais ce que personne n'attendait, c'est que les salafistes,
en particulier cette organisation, la prédication salafiste, qui avait toujours dit que la politique ne les intéressait pas, qui avait toujours dit que la démocratie était contraire à l'islam, qui avait toujours dit que la société ne changerait que par le bas, eh bien, ils décident aussi de faire un parti politique. Et ce parti politique, en l'espace de quelques mois, puisqu'il est créé en juin 2011, les élections ont lieu en octobre, il obtient 28% des voix. Et il devient le deuxième parti politique d'Égypte, après les Frères musulmans. Ce qui veut dire que vous avez quand même un bloc religieux de 70%. Les Frères musulmans ont fait 45% et les salafistes ont fait 28%. Et donc, évidemment, vous imaginez que pour les Égyptiens libéraux de gauche ou coptes, évidemment, tout ça est un traumatisme, mais on va y revenir peut-être après. Donc les salafistes, pourquoi font-ils de la politique à ce moment-là ? Il faut peut-être expliquer pourquoi ils font ce revirement. En fait, le nom du parti, c'est Al-Nour, hein, alors c'est le parti Al-Nour, qui n'est pas stricto sensu créé par la prédication salafiste, mais il est plus ou moins affilié. Et effectivement, ma question qui vient, c'est pourquoi ils l'ont créé ? Pourquoi est-ce qu'ils rentrent en politique ? Pourquoi est-ce qu'ils renient 60 ans, 70 ans de prêche ? Alors, ils décident de le faire parce que, voilà, dans cette Égypte où les équilibres sont en train de se redéfinir, ils se disent qu'il faut qu'ils aient un relais politique pour être capables de défendre les intérêts de leur organisation religieuse. Donc, le parti An-Nour, ce parti salafiste, n'est pas stricto sensu un parti islamiste. Ce que je veux dire par là, c'est qu'un parti islamiste, comme les Frères musulmans, c'est un parti qui a pour objectif la conquête du pouvoir. Le parti An-Nour, c'est pas la conquête du pouvoir qui l'intéresse. C'est d'avoir suffisamment de représentants au Parlement, de constituer un bloc suffisamment fort pour pouvoir négocier des avantages pour son organisation religieuse. C'est plus un lobby quasiment. C'est plus une sorte de lobby. Et je prends parfois la comparaison avec les partis ultra-orthodoxes en Israël, qui fonctionnent sur le même modèle. Puisque les partis ultra-orthodoxes en Israël ne prétendent pas gouverner. Ils représentent un mouvement qui est un mouvement en fait qui est assez détaché de l'État israélien en fait, hein, qui est essentiellement fait d'écoles religieuses et de gens qui là encore considèrent que la seule dynamique qui compte c'est la dynamique par le bas. Mais ces acteurs ultra-orthodoxes en Israël se sont dotés de partis politiques parce qu'ils ont compris qu'il fallait qu'ils aient des représentants au Parlement pour pouvoir négocier la protection de leurs écoles, le droit de ne pas faire l'armée, dans le cas d'Israël. Alors vous avez vu que c'est en train... la discussion est assez tendue sur cette question en ce moment. Les avantages, en particulier fiscaux, dont jouissent leurs écoles, et donc la possibilité de préserver leur institution religieuse. Et bien, d'une certaine manière, le salafisme, il fait la même chose. C'est-à-dire, il se dit, on doit avoir des représentants dans le champ politique, pas pour prendre le pouvoir, mais pour pouvoir étendre notre emprise socio-religieuse. Maintenant, ça veut dire malgré tout que les Frères musulmans se retrouvent avec dans les pattes un concurrent religieux. Et que les Frères musulmans qui pensaient faire la course seule, représenter un peu l'électorat conservateur, religieux, islamiste en Égypte, se trouvent avec un parti qui a fait 28% aux élections, et qui va effectivement, peut-être on va y revenir dans la suite des questions, leur poser bien des problèmes. Donc c'est pas du tout la situation de la Tunisie, par exemple, où le parti Ennahda en Tunisie est le seul parti islamiste à se présenter aux élections. Il représente la totalité de l'électorat islamiste. Alors que là, en fait, ou de l'électorat religieux, on va dire. Alors que dans le cas de l'Égypte, effectivement, vous avez une division de l'électorat religieux avec cette entrée en politique des salafistes. Stéphane Lacroix, vous avez fait le parallèle avec la Tunisie, où effectivement, il peut y avoir des associations entre le parti islamiste et des partis cléricaux. Donc ce n'est pas le cas vraiment en Égypte, où vous montrez qu'il y a une vraie compétition qui s'installe dans le domaine politique entre les salafistes d'Al-Nour et les Frères musulmans. Et d'ailleurs, ces salafistes vont soutenir le coup d'État militaire du 3 juillet 2013, qui rétablit un régime autoritaire, nous allons le voir. Et cette stratégie, elle aurait pu être couronnée de succès, sauf que l'armée ne les soutient pas finalement. Oui, alors, voilà, les salafistes égyptiens et les Frères musulmans se sont jamais aimés, en fait. Hein, et ça, c'est une vieille histoire. C'est-à-dire que les salafistes considèrent les Frères musulmans comme pas suffisamment conservateurs, en fait, et pas suffisamment rigoristes. Les Frères musulmans considèrent les salafistes comme pas suffisamment politisés et pas suffisamment mobilisés, voilà, sur les enjeux politiques. Donc, les deux, en fait, mouvances se sont plutôt opposées tout au long du XXe siècle. Mais là, effectivement, l'enjeu devient autre avec la Révolution. Et en particulier, les salafistes du parti An-Nour sont terrorisés à l'idée d'une victoire des Frères musulmans. Pourquoi ? Parce qu'ils craignent que si les Frères musulmans prennent le pouvoir et donc s'emparent de l'État, les Frères musulmans cherchent à imposer leur hégémonie sur le religieux et donc diminuent d'autant les parts de marché des salafistes. Et que donc les organisations religieuses salafistes, et en particulier la prédication salafiste, soient sacrifiées
par les frères musulmans sur l'autel d'une frérisation, on va dire, du champ religieux. Donc, cette concurrence, en fait, pour les salafistes, elle est d'abord une concurrence religieuse, et ils craignent une prise de pouvoir des frères musulmans qui, du coup, aurait des réverbérations sur le champ religieux. Les salafistes sont beaucoup plus à l'aise, en fait, avec des acteurs séculiers, paradoxalement. Chaque élection, ils sont contre les frères musulmans. Ils ne soutiennent pas Morsi, qui va devenir le président frère musulman aux élections présidentielles de 2012. Et en 2013, ils font le pari de l'armée et ils se rallient à la coalition anti-Morsi qui s'est créée autour de libéraux et de coptes et donc de gens avec lesquels, a priori, les salafistes ont peu d'affinités. En fait, il y a une espèce de coalition qui se forme contre Morsi. Et les salafistes le font en espérant passer un deal avec l'armée. C'est-à-dire, en gros, ce que les salafistes disent à l'armée, c'est on vous laisse le pouvoir parce que ça ne nous intéresse pas, et vous nous sous-traitez le champ religieux. Et vous inquiétez pas, on va le faire très bien pour vous. On va reprendre les parts de marché des frères musulmans et on vous servira de caution religieuse. Et en retour, évidemment, les salafistes espèrent profiter du renversement des frères pour l'emporter sur le terrain religieux. En fait, comme vous l'avez dit, ça n'a pas marché. C'est-à-dire que les salafistes, au départ, donc ils soutiennent le coup d'État militaire, et c'est vrai que derrière le maréchal Sissi, alors à l'époque il est général, puis il devient maréchal, puis il devient président. Mais derrière Sissi, quand il fait son discours du 3 juillet 2013, où il annonce la destitution de Morsi, vous avez aligné derrière lui le Cheikh El-Azhar, le pape copte, le chef de la jeunesse libérale et le président du parti An-Nour, ce qui est un attelage assez étonnant. Mais les salafistes, en fait, n'auront pas ce qu'ils espéraient avoir. Le pouvoir va les utiliser comme une caution pendant un petit moment, parce que c'est quand même utile de pouvoir dire, de la part du pouvoir, qu'ils sont alliés avec des religieux, parce qu'ils viennent de renverser un président religieux. Mais en fait, très vite, le pouvoir va se méfier des salafistes, parce que c'est une organisation non étatique. Le Sisi est un étatiste fervent. S'il croit en une chose, c'est en l'État égyptien. Et donc, il va remettre en selle, en fait, l'islam d'État et Al-Azhar, auquel il va donner beaucoup de pouvoir. Et c'est surtout Al-Azhar, en fait, qui va être en charge de reprendre le contrôle du champ religieux. Et donc, les salafistes qui pensaient avoir fait un calcul malin et qui allait leur ouvrir les portes de la domination religieuse, en fait, alors aujourd'hui, ils sont toujours là, hein. Il y a toujours 7 députés salafistes au Parlement égyptien du parti An-Nour. Ils ont toujours des mosquées. Leur présence sociale perdure. Mais c'est vrai qu'ils n'ont pas obtenu les dividendes escomptés dans leur soutien aux militaires en 2013. Ça veut dire, est-ce qu'on peut considérer que ce virage politique est finalement le début de leur crépuscule à eux, parce qu'ils ont dû se compromettre? Est-ce qu'ils se sont coupés de leur base? Est-ce que c'est le début de la fin, finalement? Ils sont tombés de leur piédestal? Oui, en grande partie, oui. C'est-à-dire que le livre aussi raconte une histoire de flux et de reflux. Moi, j'avais intitulé la conclusion « Heures et malheurs des salafistes égyptiens », parce qu'évidemment, après 2013, on voit de fait un reflux. Alors un reflux qui est difficile à mesurer, qui est évidemment toujours relatif, mais c'est vrai que le fait que les salafistes se soient compromis en politique, en fait, ça leur a coûté assez cher. C'est-à-dire que, malgré tout, le passage aux politiques en 2011, ça fait que des gens qui, jusque-là, prétendaient être des autorités religieuses, portant la parole inaltérée de la religion, hein, l'islam des origines, avec toute la solennité qu'il peut y avoir dans tout ça. Bon. Brusquement, ça devient des politiciens, et si je peux me permettre, même des politicards. C'est-à-dire que, en fait, pendant toute la période, ils font des deals, ils disent l'inverse de ce qu'ils ont dit le jour d'avant, parce que la politicienne, c'est aussi ça. Ils disent brusquement que la démocratie, finalement, on peut y participer, alors que quelques années avant, ils disaient que c'était interdit par l'islam. Ils sont obligés par la loi électorale de présenter des femmes et des coptes sur leur liste, alors même qu'ils avaient expliqué que c'était interdit. Et donc, finalement, leur base, qui les voyait comme représentant une sorte d'aura de cet islam éternel et inaltéré, brusquement, en fait, ils tombent de leur piédestal, en effet. Et le soutien au coup d'État, et le fait qu'en plus ils aient été trahis ensuite par les militaires qui leur ont pas donné ce qu'ils voulaient, tout ça fait quand même que leur base les regarde aujourd'hui avec beaucoup moins de respect et de vénération que c'était le cas par le passé. Et donc effectivement, on a aujourd'hui un salafisme, en tout cas en tant que mouvement, qui est en crise. Et il est en crise en Égypte, mais c'est pas le seul pays. C'est-à-dire que là, on a un reflux global. C'est une crise du salafisme en lui-même ou c'est une crise du religieux dans ces pays-là ? Non, je crois qu'il y a d'abord une crise du salafiste. C'est-à-dire il y a une crise du mouvement salafiste, ou des mouvements salafistes.
C'est-à-dire qu'en Égypte, pour les raisons que j'ai expliquées, le mouvement aujourd'hui, il a perdu beaucoup de son influence, de son assise et de son aura. Dans les pays du Golfe, il y a des transformations en cours, en particulier l'Arabie Saoudite, qui était quand même la maison mère du salafisme, où le prince héritier Mohammed Ben Salman, aujourd'hui, est en train de vouloir changer de modèle économique et social au détriment du salafisme. Et donc, même dans la maison mère aujourd'hui, qu'est l'Arabie Saoudite, se sont généralisées des choses que les salafistes ont toujours rejetées. Aujourd'hui, vous avez des concerts, des événements sportifs, des cinémas multiplex, même un festival du film. Tout ça, évidemment, c'était inimaginable dans l'Arabie quand elle était sous la coupe des salafistes. Donc tout ça, ça contribue globalement à affaiblir le mouvement. Maintenant, le salafisme, en tant que discours, il perdure. C'est-à-dire que le salafisme a beaucoup trop redéfini la norme religieuse en islam sunnite pour pouvoir disparaître du jour au lendemain. Vous avez aujourd'hui toute une partie des choses que beaucoup de musulmans sunnites en Égypte et ailleurs peuvent faire, qui sont héritées de cette influence salafiste, et beaucoup ne le savent pas. C'est-à-dire qu'il y a toute une partie de... En fait, les salafistes ont mis à l'agenda des questions, ont posé des interdits, qui aujourd'hui apparaissent à beaucoup de musulmans comme des interdits, alors que probablement leurs grands-parents ou leurs arrière-grands-parents ne se seraient jamais posé la question. Donc là, il y a quelque chose effectivement qui s'est transformé dans l'islam sunnite de manière plus générale, et c'est une autre temporalité. C'est-à-dire, il y a une temporalité des mouvements qui peuvent entrer en crise, mais les discours, ça change beaucoup moins vite que les mouvements. Maintenant, pour revenir sur votre question, il y a aussi effectivement, globalement, une baisse relative du religieux dans la région. C'est-à-dire que les printemps arabes et le fait que les partis islamistes y aient été aussi exposés, et puis l'épisode tragique du djihadisme ensuite et de Daesh en Irak et en Syrie, tout ça, ça a contribué en fait, dans une partie de la population en tout cas, à un détachement par rapport aux religieux. Et ça, c'est un processus qu'on connaît bien. C'est ce qu'on voit en Iran. C'est-à-dire que quand le politique et le religieux sont trop fusionnés en tout cas, quand le politique se réclame trop du religieux ou le religieux trop du politique pendant trop longtemps, ça finit par discréditer et le politique et le religieux. Et on sait très bien, toutes les études montrent, par exemple, qu'en Iran, vous êtes dans le pays où probablement vous avez la plus grande part de gens qui sont athées, qui ont un rejet parfois assez viscéral du religieux. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas toujours des soutiens de la République islamique, mais globalement, vous avez une population iranienne qui s'est très largement, qui s'est, à mon avis, majoritairement aujourd'hui, détaché du religieux, en tout cas du religieux tel qu'il est pratiqué par la République islamique, en tout cas qui a une position très différente. Et je pense qu'on a effectivement, après les printemps arabes, un phénomène un peu similaire dans le monde arabe, même si c'est pas tout à fait la même histoire. Les études le montrent. Il y a les statistiques qui montrent en effet que les gens aujourd'hui, quand on regarde les statistiques sur les 10, 20 dernières années, les gens aujourd'hui se décrivent comme moins religieux qu'ils ne l'étaient par le passé. Pour terminer, Stéphane Lacroix, je voulais juste vous demander si vous aviez vu le film La conspiration du Caire, qui est sorti en 2022, dans lequel on voit un simple fils de pêcheur et qui va rentrer dans l'université d'Al-Azhar et qui se voit confronté justement aux problématiques de l'élection du grand imam, qui est instrumentalisé par le pouvoir. Est-ce que c'est un film qui est réaliste et est-ce que les salafistes ont finalement noyauté Al-Azhar ? Alors moi, c'est un film que j'ai beaucoup aimé, que je recommande. Je trouve qu'il est très bien fait. Il n'a pas pu être filmé en Égypte, puisque le propos ne permettait pas en fait, qu'il soit filmé en Égypte. Donc il est filmé en Turquie, en fait. Et donc effectivement, les connaisseurs de l'Égypte reconnaîtront tout de suite qu'il ne s'agit pas de mosquée égyptienne. Bon, mosquée égyptienne, il y a beaucoup qui sont ottomanes, donc il y a quand même suffisamment de similarités pour qu'on puisse se laisser prendre au piège. Mais surtout, effectivement, il rappelle que la religion, ça a toujours été une question éminemment politique, dans un pays comme l'Égypte et ailleurs d'ailleurs. Et qu'évidemment, autour de la question de la nomination du grand imam, se trament toutes sortes de machinations politiques qui impliquent les services de renseignement égyptiens, qu'on voit très à l'œuvre dans le film. Et donc après, il y a toute une narration. Mais le film, moi, je trouve qu'il est très bien fait, il est assez réussi. J'ai une toute dernière question, Stéphane Lacroix. Vous avez mené plein d'entretiens pendant votre période en Égypte, donc des intellectuels, des politiques, des acteurs sociaux. Quel effet ça vous fait d'être interviewé par un Moubarak ? Alors, c'est ça. Alors, c'est vrai que c'est intéressant. Et j'y pensais tout à l'heure, je crois que je disais Moubarak, je pensais à vous. Je n'osais pas le dire. Mais voilà. Ça veut dire que tous les Moubarak ne se valent pas. Voilà. Merci beaucoup, Stéphane Lacroix, d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle le titre de votre livre, Le crépuscule des saints, Histoire et politique du salafisme en Égypte. C'est chez CNRS Éditions. Et quant à moi, je vous remercie de nous avoir écoutés et je vous donne rendez-vous bientôt pour un nouveau numéro de Quoi de neuf en histoire. Merci beaucoup, Stéphane Lacroix. Merci, Hassan.